Il m'a juste dit, je vais te tuer. Il me dit, je vais te scalper. Il me dit, tu vas mourir. Il prend un ceinture, il me frappe. Et je le vois armer son arme. Mais j'ai constamment peur. Même peur de m'endormir et de me dire, mais de quoi il est capable, quoi. Tous les prétextes étaient bons que moi je subisse des violences. Il m'a attrapé par le cou, il m'a claqué contre le mur, et des claques, des coups de poing dans le ventre, il m'a jeté par terre. Donc je me dis, ok, je vais mourir. Qu'il fallait que je parte sans qu'il le sache, finalement. Et là, je me suis dit, putain, je suis morte, quoi, en fait. Quand je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. J'étais au lycée. Je trouvais une sécurité, il me rassurait, il me protégeait. J'ai demandé à mes parents à ce moment-là s'ils pouvaient venir héberger à la maison. Ils ont accepté sans souci qu'ils viennent s'installer à la maison. Quelques semaines après mes 18 ans, j'apprends que je suis enceinte. Ce qui a été en fait pour moi un choc. Sur mon premier instinct, c'est de me dire bah non, je suis pas prête en fait. Il a fermé complètement la discussion et m'a juste mis l'ultimatum de me dire que si tu gardes pas l'enfant, je te quitte. Bah alors, je suis prête à être maman et c'est parti quoi. J'étais contente d'aller le voir et de lui dire ça y est, j'ai pris ma décision. Il s'est levé du lit et il m'a mis une claque. C'était la première claque que j'ai eue en me disant que j'avais fait du mal à lui et à notre enfant. Donc là, c'est vrai qu'en quelques secondes, je devenais à la fois une mauvaise mère et une mauvaise femme. Il s'excuse et je laisse tomber. Voilà cet épisode. Au fur et à mesure de ma grossesse, s'est dessinée une emprise et une violence qui s'assoit, qui s'assoit petit à petit. Mais c'est pas une violence, comment dire, où je reçois des coups tous les jours. C'est une violence plutôt psychologique qui s'installe et me dit qu'à présent que je suis enceinte, que je porte son enfant, je peux plus faire n'importe quoi. Je dois lui demander son avis pour faire des choses, pour voir des gens. Mes trajets sont comptés. Si je vais au supermarché, c'est tant de temps, il faut que je dépense tant d'argent. Et si je dépasse, ça va mal pour moi, quoi. Il faut que je justifie de tout. Alors au tout départ, personne n'était au courant. Je racontais bien ce que j'avais envie de mon histoire et j'avais envie de donner une bonne image de mon couple. Je justifiais par mes bleus, par des chutes. Et en fait, au bout d'un temps, je ne pouvais plus cacher mon état psychologique et physique était trop atteint, en fait. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin de le dire. J'ai commencé par en parler d'abord à ma prof de danse qui, elle, a vu des bleus, elle en a parlé à mes parents. Donc, ils savaient que potentiellement, voilà, il y avait de la violence dans mon couple. Donc, ils étaient plus, comment dire, ils faisaient plus attention, en fait, à ce qui se passait entre nous. Sauf qu'ils étaient loin de se douter que c'était récurrent et que ça durait depuis plusieurs mois, quoi. J'étais dans mon 8e mois de grossesse. Ce jour-là, ça a été un jour où mes parents étaient absents et je suis rentrée du lycée. Il avait bu durant la journée. Il a trouvé un prétexte en fait pour me frapper. J'ai eu la fracture de la mâchoire qui a été un événement vraiment très violent. Je comprenais pas ce qui se passait. Je me disais mais certes il m'avait frappé, il m'avait cassé la mâchoire, mais j'étais encore enceinte. J'espérais encore que je sois plus importante, moi et notre enfant, que toute cette violence. Il a pris un appartement à lui et j'allais chez lui de temps en temps, puis je rentrais chez mes parents. Mais j'étais obligée de fuir dès qu'ils montaient en tension, je savais où ça allait, quoi. Je fuyais chez mes parents et je suis partie et revenue une bonne dizaine de fois. Mon rêve de prince charmant s'étiolait finalement au fur et à mesure où les épisodes se succédaient. Et surtout, je commençais à comprendre que ça ne s'arrangerait pas. Voilà. Et c'est vrai qu'après la naissance de ma fille, ça a été là pour moi un déclic de me dire mais non,
il changera pas, et voire même ça ira de mal en pis, quoi. Plusieurs fois, j'ai tenté de lui dire, voilà, c'est trop violent entre nous, il faut que je m'en aille. Et une fois, il m'a dit, ah oui, oui, je comprends, d'accord. Il m'a même aidé à préparer mes affaires. Et je me souviens, j'avais 2 valises qu'il portait, puisque j'étais enceinte. Il les a portées jusqu'à l'ascenseur. Il les a posées devant l'ascenseur et il m'a dit, donc, voilà, donc tu veux partir? J'ai dit, bah oui, oui, je pense que c'est mieux pour nous, qu'on se calme, que voilà, que les choses... Et il a soulevé un pot de fleurs et là, il y avait une lame de rasoir en dessous. Et il m'a reposé la question. Alors, tu veux partir? Et là, j'ai fait, non, non, je pense pas. Voilà, j'ai fait demi-tour, je suis rentrée à la maison. Donc, il fallait que je parte sans qu'il le sache, finalement. Je pars chez mes parents pour me réfugier. Et ça dure pendant 2 ans. 2 ans, je reste chez mes parents. Mais pendant 2 ans, en fait, c'est pas calme du tout. C'est du harcèlement constant. Et il appelle tous les jours à la maison pour savoir quand est-ce que je vais revenir, pour me dire que ça va mal se terminer. J'étais sans arrêt chez les gendarmes, sans arrêt. On se levait le matin pour partir au travail, les pneus étaient crevés, par exemple. On avait des tags sur la voiture. Ça signifiait, je suis là. Je vous lâche pas, je vous oublie pas. Les coups de fil incessants, c'était pour nous dire si vivez pas trop légèrement, je suis là, je vous surveille. Là, moi, où je déplore les choses, c'est que de menacer de mort, c'est pas suffisant. Alors, on peut le faire une fois, pourquoi pas, allons-y, et ça passe. Mais quand c'est tous les jours, quand c'est constamment, ça devient une vraie menace. Et on ne peut rien faire contre ça, ce ne sont que des menaces. Alors que tout le monde savait où ça allait, et ils nous l'ont dit, on ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas un blessé ou un mort. Un soir, il a mis tout simplement ses menaces à exécution, et il a exactement fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. D'ailleurs, il est arrivé avec un fusil à 2 h du matin, il est rentré chez mes parents, et... Moi, j'étais à l'étage et j'ai entendu du bruit, mais dans mon sommeil, c'est assez bizarre. Au bout d'un temps, je comprends qu'il est là, je comprends qu'il se passe des choses en bas, j'entends ma mère hurler. Il a tiré d'abord sur mon père. J'entends ma mère dire « tu l'as tué ». Je descends, je le vois frapper ma mère à la tête, le sang qui gicle, et lui dire « tu vas crever ». Je l'appelle, je lui dis « viens, viens ». Et donc il monte avec moi, j'ai le bébé dans les bras et il me dit « tu poses la petite, tu vas mourir ». Et je le vois armer son art. Donc je me dis « ok, je vais mourir, je peux rien y faire ». Et en fait, le coup part pas. Comme il a vidé son chargeur sur mon père, il avait plus de balles pour ma mère et moi. Je le vois un peu paniqué, il regarde à droite, à gauche. Et là, je me dis, là, c'est ma chance, quoi. Je vais me battre. Et donc, je me suis battue. Je me suis battue. J'ai commencé à lui lancer des objets. Je descends les marches 4 à 4 pour tenter de me sauver, quoi. Et c'est là où je fais attention à mon père. Qui est par terre, j'essaye de l'appeler, il répond pas. L'autre arrive rapidement derrière moi et me refrappe, il prend un cendrier, il me le casse sur la tête. Je saute par la fenêtre et lui me rejoint derrière moi et on atterrit sur la terrasse. Et il m'étrangle, quoi. Il m'étrangle. Et je perds connaissance à ce moment-là. Quand je me réveille, je crois que je rêve, je crois que j'ai rêvé, je crois que j'ai fait un cauchemar, tout simplement. Je crois que j'ai inventé tout ça. Alors, je me dis, ouais, je vais me réveiller, je vais aller voir mes parents et je vais leur dire à quel point je les aime, à quel point ils sont importants pour moi. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai senti qu'il y avait de l'herbe mouillée sous mes doigts, et là je me suis dit, ah bah non, c'est pas un rêve. J'étais blessée à plusieurs endroits, la tête était beaucoup atteinte, elle était très lourde et j'ai rampé jusqu'à chez mes voisins qui ont appelé les secours, en fait. Ouais.
Et les secours sont arrivés, les policiers sont arrivés, ça a été une nuit atroce. Je suis opérée dans la nuit, je suis cassée de partout, ma mère aussi. Et puis mon père n'est plus là, quoi. Il est jugé environ 2 ans après les faits. Il a pris 30 ans de prison avec 20 ans de sûreté. Voilà. Ces 20 ans de prison qui avaient été donnés, bah, c'était pour moi 20 ans pour me reconstruire, finalement, et ne plus être une proie pour lui. Et j'avais besoin de comprendre pourquoi ça arrivait à 10% des femmes sans que personne ne trouve de solution. Alors j'ai pris toutes mes forces en moi et je me suis demandé qui j'étais et ce que je voulais devenir et surtout ce que j'avais envie d'apporter à l'humain et à la société. Moi, ce que je veux qu'on sache, c'est que chaque femme qui est battue est en danger de mort. Et c'est important pour moi de parler pour toutes celles qui sont mortes et qui ne pourront pas témoigner. J'ai conscience que c'est une sorte de chance, en fait, d'avoir été rescapée de ce féminicide. Pour moi, c'est insupportable de voir encore et encore et encore des femmes qui meurent alors qu'elles ont quitté leur conjoint. Je ne peux pas me dire que ça ne me regarde pas parce qu'en fait, ça aurait pu m'arriver. Et ça peut arriver à beaucoup d'autres femmes. Et c'est de mon devoir, ouais, de parler pour celles qui sont parties. Ouais, pour celles qui sont parties. Les 6 premiers mois, tout se déroulait bien. Il n'y avait rien à dire, quoi. La belle de la relation, oui, c'est sûr que ça fait rêver, quoi. Xavier, il s'est métamorphosé en 2 semaines de temps. En monstre, j'ai envie de dire. Xavier faisait des réflexions hyper toxiques, quoi. C'est une pute, que je baisais avec tout le monde, que j'irais pas loin. Quand Xavier était énervé, c'était surtout je t'attrape par là, je t'envoie voler dans les décors. Mais j'ai constamment peur. Même peur de m'endormir et de me dire mais de quoi il est capable, quoi. Dans ma tête, plusieurs fois, je me suis dit il va falloir que tu trouves une solution de te barrer de là parce que ça risque de mal finir. J'ai décidé en septembre 2012 de reprendre une formation employé commercial. Le premier jour de formation, il était garé devant. Il est sorti de la voiture. Et il me dit, il y a combien de mecs là-dedans? Tu te tapes tes formateurs ou c'est quoi le problème? Il est devenu complètement parano. Et un soir, je rentre à la maison et quand je suis arrivée dans la chambre, j'ai pris une droite, quoi, en fait, j'ai rien vu venir. Et il m'a dit, ça va, tu passes des bonnes journées? Je me lève le matin. Et ça avait limite noirci en dessous de l'œil. En fait, je me maquille comme je peux. Enfin, pour moi, c'était camouflé, en fait. Et j'arrive au travail. Mika, mon collègue, quoi, il me dit, c'est quoi cette marque sur ce visage? Il me dit, c'est l'autre. Je dis, ouais. Je dis, je veux pas rester avec un mec pareil. Je lui dis, ouais, sauf que je peux pas partir. Il me dit, mais tout le monde peut partir. Je dis, non, je ne peux pas partir. J'ai dit, tu connais pas, tu sais pas de quoi il est capable. Comme tous les soirs, même rengaine, hein. Il m'a attrapé par le cou, il m'a claqué contre le mur, des claques, des coups de poing dans le ventre, il m'a jeté par terre. Et là, je me suis dit, putain, je suis morte, quoi, en fait. Puis il me met sous le porche avec le couteau sous la gorge et il m'a dit, il m'a juste dit, je vais te tuer. Il me dit, je vais te scalper. Mon collègue, Michael, il lui a dit, mais comment tu peux arriver à lui faire autant de mal? Laisse-la, quoi, maintenant, laisse-la. Michael, cette fois-là, il m'a vraiment sauvé la vie et c'est lui qui a appelé la police. Michael m'a regardé et il m'a dit, tu sais quoi? Il me dit, maintenant tu ne lâches plus. Le 12 décembre 2012, il est incarcéré. Il prend 18 mois. Pendant ces 18 mois-là, Michael, qui est mon collègue, il a été un énorme soutien, en fait. Il m'a épaulé pour que je me reprenne en main. J'ai senti qu'il y avait un certain lien qui était en train de se fonder, quoi. Ben, les papillons dans le ventre, là, comme on dit. Voilà, c'était totalement ça. Ben, notre relation, c'était juste parfait, quoi. Il était hyper simple, hyper doux, il rigolait de tout. Enfin, il avait une putain de joie de vivre, quoi. En janvier 2013, on a décidé de déménager. Et puis, on commence notre petite vie, quoi. On venait d'avoir Aaron, qui était bébé. Après la naissance d'Aaron, il y a eu Lilou, qui a suivi derrière. Tout était bien, quoi. On se dit, il y a enfin un futur qui se dessine, quoi.
prévoyait de se marier. Ouais, c'est la vie que je rêvais, ouais. Mais c'était trop beau pour être vrai. Ce 12 avril 2016, il est 13h30. On sort de table et on entend sonner 3 fois. J'y vais voir qui c'est. Il va voir et là en fait arrivé à la fenêtre de la cuisine, il me dit putain c'est l'autre quoi. J'ai dit pardon. J'ai dit qui l'autre? Puis il me dit mais c'est Xavier, il me dit il a un couteau. Je dis non, je dis arrête, je dis on est tous morts là, je dis arrête. Mais en fait Xavier il est sorti de prison depuis juillet 2013. Je suis hyper terrorisée en fait. Et là on entend qu'il fracasse la porte en fait. Et à ce moment-là, mon cœur il s'est arrêté. Même si ça a été l'espace d'une seconde, d'une microseconde, j'en sais rien, mais il s'est arrêté quoi. Puis il me dit tu pars avec les petits. Je dis non, je dis on part tous ensemble. Il me dit on pourra pas Émilie. Je dis mais je pars comment putain? Je dis je pars comment? On est engrillagé quoi. Tu peux pas te barrer, y'a que des murs. Tu t'escalades comment? Avec 2 bébés dans les bras. Et Mickaël, pendant ce temps-là, retournait tout dans la maison pour le ralentir. Quand il est arrivé dans la cour, Xavier est arrivé derrière Mickaël, où il l'a attrapé. C'est là qu'il a mis les 2 premiers coups de couteau à Mickaël. Mickaël, il m'a juste levé la tête, il m'a dit « Pars te mettre en sécurité avec les enfants ». Je lui ai dit « Je peux pas ». Puis il me dit « Pars te mettre en sécurité, cours ». Et là, je lui ai juste dit « Mais putain, je t'aime ». Et j'ai dû me barrer avec les gamins. Où il y avait un petit cabanon. Je suis rentrée là-dedans, pas de réseau d'eau, rien du tout. Je suis assis par terre, recroquevillée derrière du bazar qui était dans le cabanon. J'avais Aaron, je lui mettais la main sur la bouche, je lui dis mais tais-toi. Je dis tais-toi s'il te plaît. Je dis tais-toi quoi. Je lui dis mais monsieur il est vraiment très méchant là. Et d'un coup on voit la silhouette de Xavier qui arrive dans le cabanon. Avec le couteau ensanglanté qui coule encore quoi. Et j'arrivais pas à respirer. J'ai ma vie qui est en jeu mais pas que la mienne, celle de mes gamins. J'ai déjà leur père qui est blessé. Je sais même pas comment il va. Et Xavier sort du cabanon. Mon voisin se met à sa fenêtre et il voit Mickaël baigné dans le sang. Il voit Xavier recouvert de sang et le couteau à la main. Et le voisin il lui dit « Wow, c'est bon, tu fais quoi là? Tu vas où là ?» Et Xavier lui répond « Je vais finir ce que j'ai commencé, je vais tous les achever. » Je vais tous les achever. Pendant que le voisin intervient, ce qui se passe, c'est que moi j'arrive à sortir du cabanon avec les 2 loulous, où je me faufile sur le côté du cabanon. J'ai la voisine d'à côté, je la vois dans son jardin, je dis venez vite, venez vite. Donc elle a récupéré les 2 petits, je dis surtout vous ouvrez à personne, vous parlez à personne, vous gardez les enfants, jusqu'à ce que les autorités arrivent. Et après c'est juste l'horreur en fait, c'est la descente aux enfers après ce qui se passe. Je vois un gendarme arriver où il me dit on a quelque chose à vous annoncer. Il me dit Madame Lédier. Ouais. Je dis va bien Mickaël. Puis il me dit il est décédé, 14h45. Je me dis putain, il a réussi quoi. Il m'a peut-être pas eu moi, il a peut-être pas eu les enfants, mais il a réussi à démolir ma vie. Il s'est acharné sur Mickaël. Il lui a coupé un pouce pour ne plus qu'il joue à la console. Il lui a mis des coups de marteau dans le dos pour qu'il puisse pas apprendre à faire du vélo à ses enfants. Il lui a lacéré le visage. Il a essayé de lui couper une jambe. Des dizaines de coups de couteau à droite à gauche, des coups de marteau. Quatre ans après, il y a le début de procès. Donc le procès a duré 2 semaines en 2 fois. Moi je suis arrivée dans la salle. Lui il est arrivé après. Mais très fier de lui. Dans son témoignage, alors je sais plus si c'est la procureure ou les gens qui sont à côté, ils lui disent Monsieur Gougelet, qu'est-ce que vous voulez faire subir à Émilie? L'arrêt d'urgence était caché. Il écope d'une réclusion criminelle avec 22 ans de sûreté et à l'issue des 22 ans, 8 ans de soins en centre psychiatrique. Est-ce que tu es satisfaite de cette peine? Non. Je suis soulagée dans le sens où je me dis bon c'est tout. J'ai au moins un minimum de 30 ans où je vais pouvoir grandir en étant
normalement libre de faire ce que je veux. Est-ce que tu te sens peut-être coupable de quelque chose? Bah, complètement. Ah oui, oui. D'avoir fait rentrer un Tori, excusez-moi, mais un pauvre Tori même, dans ma vie, et qui s'en est pris à une mauvaise personne en fait. T'es heureuse aujourd'hui? Ouais. Peut-être pas à 100%, mais ouais. Et je remercierai jamais assez Dieu ou Dame Nature, je sais pas qui en fait, de m'avoir donné des enfants. C'est eux, mon moteur. Je suis née dans une grande famille en Guinée-Conakry. Mon père a 4 femmes, plus de 30 enfants. À l'âge de 8 ans, ma grand-mère m'a réveillée le matin. Elle m'a dit de l'accompagner. Je me suis retrouvée avec mes tantes. Autour de nous, il y avait que la nature, les herbes. Elles m'ont mis par terre. Il y en a 2 qui m'ont tenu le pied, 2 qui m'ont tenu le main. Et elles m'ont écarté les jambes. Et là, elles ont enlevé le pagne et j'ai débattu. Et ils m'ont coupé avec un couteau, sans anesthésie. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était ça, l'excision. J'entendais parler qu'on excisait les petites filles, mais je ne savais pas, c'est comme ça s'est passé parce qu'on ne m'a jamais rien expliqué. Je criais, c'est un cri qui reste encore, qui résonne encore dans ma tête, dans mon cœur, parce que ça a été très douloureux. J'ai saigné aussi, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup demandé pourquoi on me faisait ça. Pendant 3 semaines, je ne pouvais pas marcher. Il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien dans le village. À ce moment-là, je me suis sentie comme toutes les petites filles. Je me suis dit que ça n'était pas important. Tous mes copines sont excisées, donc j'avais ni colère ni peur. J'avais juste des douleurs et des souffrances psychologiques et physiques. Quand on arrive à la maison, il y avait une cérémonie qui était organisée. Les femmes, elles ont chanté, elles étaient contentes pour dire que, enfin, je vais bientôt devenir une femme. Et on m'a purifiée. Mes tantes me disaient, de toute façon, tes seins commencent à sortir, bientôt tu dois être mariée. Un matin, je sors dans notre cour, il y avait un monsieur assis sur un escalier. Il m'a dit, je vais te marier. Je pensais qu'il rigolait. J'ai dit, moi, je ne pensais pas moi qui sais, faut aller parler avec mes parents. C'est mes parents qui décident. Et lui, il a rigolé. Mais je pensais qu'il allait s'en arrêter là. Mon père, au début, il ne voulait pas le mariage parce que lui, il a vu la différence d'âge entre ce monsieur et moi. Il avait 45 ans, moi, j'allais avoir mes 14 ans. Pour ma mère, pour elle, elle pensait le bien. Elle pensait que ce monsieur, il allait s'occuper de moi. Il allait m'amener en Hollande où tout va que se passer bien. Elle ne voyait pas de mal parce qu'elle aussi, elle était mariée très tôt, ma mère, par mon père. Le jour du mariage, je vivais la journée sans me rendre compte que c'était un mariage. On ne m'a pas expliqué c'était quoi le mariage, comment ça allait se passer. Surtout, est-ce que je l'aimais? Personne n'a vraiment insisté là-dessus. Et ma mère me disait, de toute façon, si on te demande, il faut te dire oui. Donc moi, je voyais les paroles de ma mère et je répétais les paroles de ma mère. Et donc, le mariage religieux, on l'a fait sans lui. C'est son frère et ses parents qui sont présentés. Et après, je le rejoins 8 mois tard en Hollande avec un visa touriste où mon date de naissance était falsifiée. Dans mes papiers, j'avais 25 ans, alors qu'en réalité, j'allais avoir mes 14 ans. C'était un visa touriste que j'ai obtenu au Mali avec son oncle. Quand on a quitté le Mali pour aller en Hollande, on est arrivé à Amsterdam parce que c'est à Amsterdam qu'il était venu nous accueillir à l'aéroport. Je le vis de travers la vitre, je ne l'ai même pas reconnu. C'est son homme qui m'a dit « Ah, voilà votre mari ». Et après, on est parti à Rotterdam. Dès le premier nuit, il a tout de suite essayé d'avoir des rapports intimes avec moi. On ne m'avait pas expliqué en Guinée c'était quoi d'être mariée. Au début, il me dit t'es vierge, et quelques minutes plus tard, il me dit non, tu n'es pas vierge, par contre, il faut que tu fasses tout ce que je te demande, sinon je te renvoie en Guinée. J'avais jamais eu de rapport intime, mais je pouvais rien dire. J'avais peur qu'il m'envoie en Guinée, qu'il dise à ma mère ou à ma famille que je ne suis pas vierge. Je découvre en arrivant qu'il était marabout, qu'il avait d'autres femmes
en Hollande et au Cap-Vert et plus en Guinée. Tous les jours, c'était les violences. Ils me battaient. Tous les prétextes étaient bons que moi, je subisse des violences. Les violences, c'était le quotidien. Il prend un ceinture, il me frappe. Ou bien il me fait coucher par terre, il me tapait. Un matin, je me suis sentie très mal. J'avais très, très, très mal au ventre. Et je lui ai dit que j'avais mal au ventre. Il a vu que je me roulais par terre. Il m'a dit, je vais t'amener à l'hôpital. Quelques minutes plus tard, on m'a dit que j'ai perdu un bébé de 4 mois de grossesse. On est rentré à la maison. Un mois après, nos quotidiens, il insistait encore que je couche avec lui tout. À chaque fois que j'avais rapport d'intime, c'était forcé, c'était dans des conditions difficiles. Après le père de ma fille, il m'a dit on va quitter la Hollande pour aller en France. Et quand il m'a dit que France allait aller mieux et qu'ici on pouvait demander le papier, qu'on allait vivre autrement. Et il m'a forcée encore pour tomber enceinte. Et en fait, j'étais contente parce qu'il m'a dit, si on a des enfants ici, on peut avoir des papiers grâce à cette grossesse. Et j'ai tombé enceinte au bout d'un mois. Parce que je ne savais pas comment prendre le pilule, contraception, tout ça, on ne m'a jamais expliqué. Entre-temps, j'ai très très mal au ventre et j'ai dû m'accompagner à l'hôpital. Pareil, il m'a accompagné à l'hôpital. On m'a posé des questions, on m'a dit, est-ce qu'on vous frappe? Est-ce que vous êtes tombé? Est-ce que vous avez une maladie? Et lui, il était là comme il disait, elle n'est pas tombée, tout va bien, c'est juste qu'elle a mal au ventre. Et on m'a annoncé qu'en fait, il fallait que j'enlève le bébé parce qu'il allait être soit handicapé, soit mort-nu, parce qu'il était mal formé dans mon ventre. C'est à cause qu'il me battait, mais je ne pouvais même pas dire qu'il me battait parce qu'il était à côté de moi. Et donc, on m'a fait une échographie, on m'a dit qu'il fallait que j'enlève le bébé. Donc, lui, il a accepté. J'ai un oncle ici qui habite dans le 20e arrondissement de Paris, qui a vu la situation dans laquelle j'ai en train de vivre avec ce monsieur. Il a alerté mon père, il a alerté ma mère. Et ma mère me disait, si tu n'es pas soumise, tu n'iras pas au paradis. Donc, quand on m'a enlevé le bébé, au bout de 5 jours, il m'a annoncé qu'il partait en Guinée. Parce qu'il y avait une de ses femmes qui avait accouché, il a pris 100 €, il m'a dit, tiens, tu vas acheter pendant un mois de pain et de lait. Et entre-temps, je commençais à me dire, mais cette vie, c'est plus une vie. Je voyais les enfants de ma voisine qui ont le même âge que moi, ils allaient à l'école. Moi, je traînais toute la journée à la maison, je mangeais la nuit. Je me laissais aller, je pouvais rester 2 semaines sans me laver. J'avais des bleus, quand ils me battaient, je ne sentais même plus mon corps. Comme si la violence était devenue normale pour moi. Tout le monde me disait, mais tu peux partir, il n'est pas là. Je dis non, je préfère qu'il vienne, je l'affronte avant de partir. Parce que si je pars maintenant, il va dire que je suis gay. Donc, c'est comme ça, j'attendais qu'il vienne. Et je l'annonce devant lui que je vais partir. Il me dit, mais tu vas partir où? Je dis, si tu ne me laisses pas partir, tu vas voir. Il a commencé à me battre comme il avait l'habitude de me faire, à me rouler par terre avec la ceinture. Et là, j'ai crié, j'ai appelé ma voisine, j'ai dit, si tu ne me laisses pas partir, les assistants sociaux sont au courant, ils vont venir te chercher, tu risques 20 ans de prison. Mais ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils risquaient. Donc ma voisine, elle est montée, elle a attrapé ses mains, elle m'a aidé à me relever par terre. Comme ils savaient que j'étais très attachée à lui, ils pensaient vraiment que j'allais jamais pouvoir partir. Pendant 6 mois, j'étais dans la rue, où je me lavais, où je dormais, où je mangeais, c'était des endroits complètement différents. Avec une sociale à l'enfance de mes 18 à mes 21 ans. Ils m'ont mis dans un foyer de jeunes majeurs où j'avais ma chambre, où j'apprenais le français, je voyais un psychologue. Et après, j'ai déposé un demande de titre de séjour, vie privée, vie familiale. Et j'ai obtenu un titre de séjour. De 2004 jusqu'à 2020, je n'avais pas de nouvelles. Je sais qu'il a cherché à me contacter, mais j'avais jamais accepté. Pour moi, quand on est marié de force ou marié arrangé, parce qu'il y a le mariage aussi, comme on dit, le mariage précoce. Pour moi, ces mariages-là, oui, c'est des viols. Parce qu'à ce moment-là, notre corps n'est pas prêt. Et surtout qu'on est avec des personnes qui ne sont pas là pour nous montrer la tendresse ou d'apprendre c'est quoi être aimé ou
ou d'être avec un homme et une femme dans le choix. Donc pour moi, oui, c'est des viols. J'ai compris ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé à ma mère, c'est ce qui est arrivé à ma grand-mère. C'est pour ça, après, je me suis engagée dans les associations. J'ai créé mon propre association qui s'appelle Espoir et Combat des femmes pour venir en aide aux femmes victimes de violences. Mais aussi pour montrer aux gens en fait qu'on peut être frappé, violé à répétition, mais on peut se relever. Aujourd'hui, j'ai des enfants. J'ai une fille qui a 8 ans, j'ai un garçon qui a 4 ans. Et je me bats pour qu'ils ne puissent pas avoir la même vie que ce que j'ai connu, qu'ils puissent avoir le choix dans leur vie, que ma petite fille ne soit pas excisée, que mon garçon puisse respecter les femmes. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important.